Bienvenue dans votre espace d'échange La Voix de l'Environnement face à Raoul. La Voix de l'Environnement face à Raoul reçoit ce jour le docteur Ibrahim Lindjou. Il est le secrétaire permanent de l'OFSA. Docteur, bonjour. Bonjour Raoul. C'est quoi l'OFSA? Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi cette institution sous-régionale? L'OFSA est l'Organisation pour la conservation de la faune sauvage en Afrique, créée par la signature d'un accord de coopération signé à Libreville le 16 avril 1983. Donc, c'est l'une des plus vieilles organisations en matière de conservation de la faune et de la lutte anti-braconnage. Et elle a traversé des périodes difficiles et donc a fait l'objet de réformes et de redynamisation pour finalement devenir agent d'exécution de la communauté économique des États de l'Afrique centrale suite à la décision du 30 juillet 2021 signée du président Sassou Nguesso. Quels sont les attributs qui ont été fixés lors de la création de cette institution? C'est une organisation qui avait pour but de contribuer à la gestion transfrontalière de la zone, de la faune et des aires protégées. En fait, la raison d'être de l'OFSA, c'était de permettre de répondre aux problèmes de migration de la faune d'un pays à l'autre au niveau de frontières. Vous savez que les animaux n'ont pas de passeport, n'ont pas de carte d'identité. C'est pour cette raison qu'il fallait une organisation comme l'OFSA. Et ensuite, l'OFSA avait pour mission non seulement de promouvoir la coopération en matière de gestion transfrontalière, mais aussi d'être une organisation de concertation et d'échange d'informations et une organisation qui devait également contribuer à la lutte contre le braconnage transfrontalier et notamment permettre que les produits de la faune de l'Afrique centrale et qui faisaient l'objet de braconnage ne transitent plus par le Soudan pour aller au Moyen-Orient. C'est pour ça que le siège de l'OFSA à l'origine était fixé à Khartoum. Et justement, depuis justement son lancement, quels ont été les actifs et ce qui a affaibli cette institution? Bon, comme à tout, disons d'abord, avant d'arriver aux contraintes, disons que l'OFSA a quand même laissé des réalisations. Nous avons quand même l'accord de coopération, 2 accords de coopération qui ont été signés du temps de l'OFSA, c'est Tridom, qui concerne 3 aires protégées du Cameroun, du Congo-Brazzaville et du Gabon. Et nous avons aussi la TNS. Tout ça, c'est des complexes d'aires protégées qui ont été créés au moment où l'OFSA était opérationnel. Et par la suite, l'OFSA a eu le problème, c'était un problème du siège. Vous comprenez que l'OFSA, c'est une organisation africaine. Elle n'a pas été créée comme une organisation d'Afrique centrale. Elle a été, les chefs d'État d'Afrique centrale, bien sûr, étaient les promoteurs, mais étant donné qu'ils avaient constaté que les produits braconnés dans la sous-région transitaient par Soudan, par Khartoum, pour être commercialisés au Moyen-Orient, ils avaient à l'initiative invité le Soudan à faire partie de l'initiative, et c'est ainsi que le Soudan était membre fondateur de l'OFSA. Et c'est là où il y a le mot africain. Mais l'OFSA, avec un siège à Khartoum, n'avait pas bénéficié de toutes les commodités qu'un pays siège doit accorder à l'OFSA. Le Soudan ne contribuait pas. L'OFSA avait des difficultés. Et c'est ainsi qu'en 1999, lorsque les chefs d'État se réunissent à Yaoundé en masse pour créer la commission de ministres de forêt d'Afrique centrale, qui est devenue la commission de forêt d'Afrique centrale en 2005, les chefs d'État s'étaient penchés sur la situation de l'OFSA et avaient décidé de rapatrier son siège de Khartoum à Yaoundé. Et de nos jours, alors, le fonctionnement de l'OFSA, depuis sa relance à Yaoundé, en marge de la réunion du partenariat pour les forêts du bassin de Congo, qu'est-ce qui a été fait? Ce qui a été fait, c'est que lorsque
on relance l'OPSA, et c'était le 26 octobre 2017, on nous donne une feuille de route et un budget. Et je pense que la feuille de route qui nous a été accordée a été réalisée à plus de 90%. L'une des premières choses, c'était de réaliser une formalisation de la collaboration avec la COMIFAC. Cela a été fait depuis le 11 juillet 2019. L'un des éléments importants de la feuille de route était de réaliser l'ancrage de l'OPSA à la CEAC. Cela a pris du temps, mais ça a été réalisé le 30 juillet 2021 avec le statut d'agent d'exécution accordé à l'OPSA, qui lui donne maintenant le statut d'une organisation sous-régionale, étant donné que vous savez qu'avec les difficultés, avec le rapatriement du siège, le Soudan n'est plus membre actif. Donc en fait, c'est là où l'OPSA devient, l'OPSA redynamisé et est un outil, une organisation sous-régionale d'Afrique centrale, la nouvelle version. Et au-delà de... Il reste la troisième étape de la feuille de route, où les ministres nous demandaient, une fois l'ancrage réalisé à la CEAC, que la CEAC, la commission de la CEAC, nous parraine au niveau de l'Union africaine pour que l'OPSA devienne un outil, un organe de mise en œuvre de la stratégie commune africaine de lutte contre le commerce illégal de la faune et des espèces de flore protégées. C'était un accord qui a été adopté à Libreville et mandaté et approuvé par le chef d'État au niveau de l'Union africaine. Donc, et l'OPSA s'est doté également, il nous avait été donné d'un outil de planification stratégique. Je pense que vous avez été destinataire de cet outil. C'est le plan stratégique intérimaire 2019-2025. Et ce plan stratégique 2019-2025 est la traduction du mandat qui avait été donné à l'OPSA, à savoir que l'OPSA, redynamisé, devait mettre en œuvre tous les outils que la CEAC avait élaborés jusque-là en matière de lutte anti-braconnage, notamment le POLAC, et devait également mettre en œuvre les directives en matière de fonds que la COMIFA, pendant que l'OPSA avait des difficultés, devait le faire. Et les questions de conflit homme-faune et les questions d'alternatives au braconnage, ce plan stratégique traduit tout cela. Et ce plan stratégique a été décliné, comme nous avons dit, en programme plan d'action biennal, mais suite à l'octroi du statut d'agent d'exécution de la CEAC à l'OPSA, il a fallu que l'OPSA se réadapte. Parce que vous savez que la CEAC redynamisée aussi, ne disons pas la CEAC reformée, avec le nouveau traité, les chefs d'État ont adopté un plan stratégique à moyen terme, 2022-2025. Et donc, l'OPSA actuellement a revu ce programme et nous avons sorti tout récemment un plan d'action biennale 2022-2023 qui vient d'être révisé en plan d'action biennale 2023-2024 et un plan de performance, c'est ce que dit le traité de la CEAC 2023. Ces documents ont été transmis à la CEAC et dans ce document, l'OPSA traduit le mandat qu'il a. L'OPSA a, par rapport à la COMIFAC, l'OPSA est l'organisation du traité, c'est-à-dire que l'article 18 du traité positionne l'OPSA pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité. Et dans ce cadre, c'est l'objet de la convention de collaboration COMIFAC-OPSA, signée en 2019. Nous avons traduit cela dans notre plan d'action biennale en une composante. C'est-à-dire nous avons une composante mise en œuvre de la convention de collaboration COMIFAC-OPSA. Et nous avons une composante qui traduit la mise en œuvre du plan stratégique intérimaire à moyen terme de la COMIFAC, c'est-à-dire les missions du département forêt, environnement, ressources naturelles qui relèvent du domaine de l'OPSA, nous les avons déclinées en activité. Et la troisième chose, l'OPSA a été présent à beaucoup d'ateliers, comme vous savez. L'OPSA a été à l'initiative et nous avons accompagné l'initiative de la conférence
international de N'Djamena. C'est l'OPSA qui avait organisé tous les ateliers préparatoires. Et lors de l'atelier de suivi des experts à Douala, l'OPSA a été également positionné. Donc nous avons également contribué comme co-leader du bloc Ouest et nous avons également traduit cela en activité en termes de suivi. Tous les aspects de collaboration, de gestion transfrontalière en termes d'élaboration de protocoles. L'OPSA se positionne pour accompagner les acteurs qui sont impliqués dans cette initiative. Et donc, une quatrième composante qui s'adresse au fonctionnement optimal des organes de l'OPSA, qui prévoit un grand volume d'activités au niveau du portefeuille de la présidente en exercice, qui reste la ministre de l'économie forestière, à savoir son Excellence Dr Rosalie Matondo. Nous avons réactualisé la feuille de route avec un terme de référence déjà élaboré pour une mission de lobbying qu'elle devrait conduire. Et cette mission était prévue depuis 2 ans. On a subi les contre-coups de Covid-19, dont depuis 2020, elle n'a pas pu mettre sa feuille de route. On entend mettre cette feuille de route au cours de l'année 2023. Il y a des missions qui seront faites au niveau des organes, des institutions des Nations Unies, du secteur de l'OPSA qui sont basés au Kenya. Et on entend également passer dans le secrétariat de convention qui concerne l'OPSA et passer également en Allemagne et en France à l'UNESCO. Et c'est un programme que nous sommes en train d'arrêter avec la présidente en exercice. Mais il y a aussi, allons aux contraintes, les contraintes de financement. Nous avons eu des contraintes de financement, c'est que nous avons eu des contraintes de financement liées aux contributions des États. Il faut dire que lorsque l'équipe a été mise en place, un budget de 125 millions a été adopté, dont 25 millions pour les 5 pays membres actifs. Et quels sont ces 5 pays membres actifs? Les 5 pays membres actifs, c'est d'abord le Cameroun, pays siège, le Congo, Brazzaville qui assure la présidence, c'est le Gabon, c'est le Tchad et c'est la République centrafricaine. Les autres pays de l'espace, Comifac, CAC ayant reçu le statut d'observateur et avec une résolution de la conférence des ministres qui leur demandait d'accélérer leur adhésion puisque l'OPSA redynamisait, se voulait une organisation pour la sous-région. Donc, j'ai parlé un peu de ces contributions. Nous n'avons pas eu un taux de mobilisation de contribution au-delà de 40%, et c'est un handicap. Et je pense que c'est l'handicap le plus important. Et notre statut d'agent d'exécution, nous pensons que c'est la solution, parce qu'avec ces statuts, l'OPSA sera désormais éligible aux subventions de la communauté. Et nous avons subi, depuis le mois de décembre, je pense que vous le savez, l'audit commandé par la CAC, l'audit des institutions spécialisées et des agents d'exécution. L'OPSA a fait l'objet de cet audit et il me revient que cet audit va livrer les conclusions d'ici avril pour que les agents d'exécution et les institutions spécialisées soient arrimés au statut de la CAC. Je pense que c'est là l'espoir. Docteur, l'OPSA est une institution sous-régionale. Alors, les questions de financement sont sont très souvent absentes dans le cadre du fonctionnement d'un certain nombre d'institutions au niveau sous-régional. Comment est-ce que l'OPSA, elle, structurellement fonctionne et quelles sont les déclinaisons d'action dans les pays qui sont des pays actifs? L'OPSA, comme je vous ai dit, je vous ai déjà parlé, l'OPSA a 2 organes. Le premier organe, c'est la conférence des ministres. Cette conférence des ministres, je vous ai dit, c'est l'instance de décision qui est présidée par le ministre du Congo. Et maintenant, l'organe exécutif, c'est le secrétariat permanent que je dirige. Oui, comment est-ce qu'elle est financée, l'OPSA? L'OPSA est financée par les contributions des États. Je vous ai déjà dit, 5 États membres actifs, 25 millions par État, 125 millions par an. L'OPSA doit être financé par des dons élects et subventions des États membres.
Et ensuite, l'OFSA est éligible au financement de programmes et projets. Au-delà justement des institutions partenaires comme la CEAC et la Comifac, alors quel est le modèle de partenariat que vous, aujourd'hui, que l'OFSA développe avec les entités qui appuient les pays d'Afrique centrale dans le cadre de la conservation et la protection de la lutte contre le braconnage et autres? L'OFSA a élaboré une quinzaine de notes conceptuelles de projets et pour pouvoir discuter. Et les plus importants étaient des projets soumis aux Britanniques dans le cadre du programme Lutte contre le commerce illégal de la faune. Et disons que toutes ces initiatives, pour le moment, n'ont pas encore été fructueuses, parce que je dois vous relever que l'OFSA souffre d'un problème de positionnement. Il n'y a pas de positionnement clair. Lorsque l'OFSA était presque en veilleuse, vous savez que depuis 2010 jusqu'en 2017, disons même avant 2010, il n'y avait plus d'OFSA. Et la Comifac, dont le traité positionnait l'OFSA pour la composante 3, ne pouvait pas rester bras ballants. La Comifac s'était vue obligée avec les partenaires de recruter un expert biodiversité qui faisait le travail que l'OFSA faisait avant. Parce qu'avant, c'est l'OFSA qui s'occupait de la biodiversité. Maintenant, lorsque l'OFSA revient, vous n'allez pas demander à la Comifac de se retirer. Donc, en réalité, l'OFSA se retrouve, lorsque l'OFSA prend des initiatives, les partenaires, les bailleurs financiers connaissent déjà que la Comifac, l'OFSA se retrouve comme en compétition avec la Comifac. Et il y a besoin d'un positionnement clair de la Comifac pour parrainer l'OFSA, pour dire aux partenaires que oui, vous pouvez faire ceci avec l'OFSA. Ça, c'est un des problèmes que nous avons connus dans la recherche de financement. C'est pour ça que, en fait, pour l'instant, notre évolution, nous n'avons pas de projet propre, et ça, c'est un handicap. L'autre handicap, c'est que le CHAD, qui avait le directeur technique, n'a pas contribué. Et ce Chadien s'est vu, a fait le constat que son pays ne le soutenait pas, a été amené à démissionner. Ça, c'est aussi un des handicaps que nous avons eu, ce qui fait que le secrétaire permanent est obligé de faire, en plus de sa mission, la mission de direction technique, mais nous venons de combler cet handicap en recrutant un consultant. Je pense que vous connaissez ce consultant, c'est un des consultants qui a fait son expérience dans la conservation au ministère de Forêts et de la Faune du Cameroun. Et donc, sur les 3 personnels statutaires, secrétaire permanent, directeur technique et l'administrateur comptable, pour le moment, nous sommes à 2. Le secrétaire permanent que je suis et le centrafricain qui est administrateur comptable. Et c'est pour cela que, en fait, l'avenir de l'OFSA, c'est dans l'arrimage de l'OFSA à la CEAC. Si les conclusions de l'audit aboutissent, et il y a toutes les chances que ça aboutisse, parce que nous avons fait preuve de gouvernance, nous avons quand même développé des outils, et nous avons également essayé de ne pas endetter la structure, parce que contrairement à d'autres structures, nous n'avons pas, en dehors des dettes de salaire, au niveau de l'OFSA, nous n'avons pas endetté la structure. Si cet arrimage a lieu, je pense que l'OFSA va donner des résultats escomptés. Pour le moment, les résultats de l'OFSA, je dois le reconnaître, restent mitigés. Quel est l'ancrage au niveau pays de l'OFSA de nos jours? Pour l'instant, l'OFSA a des points focaux au niveau pays. Et ces points focaux sont les directeurs de la faune et des aires protégées ou des directeurs généraux de la faune et des aires protégées, notamment au Cameroun, au Gabon et en Centrafrique. C'est le directeur de l'Agence congolaise de la faune et des aires protégées au niveau de la République du Congo. Et c'est également le directeur de la faune et des aires protégées au niveau du Tchad. Voilà un peu l'ancrage de l'OFSA. On n'a pas de coordination nationale, on a des points focaux. Et ensuite, l'OFSA a également développé, depuis que nous sommes là,
nous avons, avec la mission que nous avions, l'OPSA devait, dans la feuille de route également, développer, se faire connaître au niveau des conventions qui concernent les activités de l'OPSA, à savoir CITES, biodiversité, AIWA, CMS, dont IPBES, c'est-à-dire la plateforme intergouvernementale de la biodiversité et services écosystémiques. Nous avons fait ce travail, c'est-à-dire qu'à ce jour, l'OPSA est connu au niveau de toutes ces instances et l'OPSA a été enregistré comme observateur au niveau de l'IPBES. Ce travail a été fait. Par rapport à la société, par rapport aux ONG, l'OPSA a entrepris des négociations et nous avons poussé des négociations en vue de la formalisation de la collaboration avec VVF, mais avec le changement de directeur national ensemble et la nouvelle directrice nationale, cette collaboration, bien qu'il y ait déjà eu un MOU de collaboration, n'a pas encore abouti. L'OPSA a également entrepris des négociations avec Trafic et nous avons également un draft de formalisation de la collaboration qui a aussi pris du coup parce que le premier directeur de Trafic avec qui nous avions discuté était allé en retraite et il y a un nouveau qui était arrivé. L'OPSA a également des drafts de collaboration avec la Fondation Trinationale et qui reste à aboutir. Voilà en quelque sorte les premières conventions de collaboration que nous avons initiées pour être présents sur le. L'OPSA a également un MOU de collaboration avec l'accord de Lusaka qui a été signé en février 2005 et que nous sommes disposés à réactualiser. Et pour que l'OPSA, en principe, selon cet MOU, l'OPSA devrait être le point focal de l'accord de Lusaka pour toute l'Afrique centrale. Et nous allons réactiver cela. Et d'autre part, en dehors de cet accord de Lusaka, nous devons également dire que l'OPSA a été positionné, je l'ai déjà dit, comme un co-leader au niveau du bloc ouest de l'initiative de la conférence d'Njamena qui a accouché un projet transhumance. Mais malheureusement, ce projet transhumance que nous espérions que ça soit logé à la commission de la CAC, il nous est revenu aux dernières nouvelles que ça a été logé plutôt au Cybervira. C'est une institution, une agence d'exécution plutôt de la CEMAC et qui est basée à N'Djamena. Donc il va falloir maintenant que l'OPSA puisse entamer des négociations avec Cybervira pour une convention de collaboration pour que l'OPSA puisse voir les aspects transhumance par rapport à la conservation, par rapport aux aires protégées. Et je pense que c'est un chantier. Oui, mais docteur, avant de sortir, j'aimerais bien comprendre, il a existé des approches d'appui pour des organisations de la conservation au niveau de l'Afrique centrale, bon, l'ancêtre RAPAC, par ailleurs, et il y a également l'initiative Nature Africa qui est en phase de se mettre en œuvre en Afrique et en Afrique centrale, dans le bassin du Congo, avec également des composantes d'appui dans le domaine de la conservation. Oui, pourquoi est-ce que l'OPSA ne bénéficie-t-elle également de ces appuis pour mettre en place sa feuille de route? Disons que vous n'avez pas parlé d'Ecofax. Lorsqu'on nous redynamise en 2017, Ecofax est en train de démarrer. Vous comprenez que la note conceptuelle et le projet avaient été élaborés avant la redynamisation de l'OPSA. Mais lorsque nous arrivons, nous installons le 18 avril, nous rattrapons. La CAC nous convoque immédiatement et nous sommes cooptés au comité régional de suivi. Et je pense que l'OPSA a participé à la mise en œuvre de l'Ecofax 6 à travers le comité régional de suivi. Il faut déjà donc dire que l'OPSA a bénéficié de l'appui de Ecofax 6 qui est l'ancêtre de Nature Africa que vous évoquez. Maintenant, en ce qui concerne Nature Africa, non, elle a été élaborée avec la participation de l'OPSA. Nous avons reçu l'équipe qui devait identifier et formaliser le projet, l'équipe de consultants. Et l'OPSA est bel et bien bénéficiaire de cette initiative. Et tout ce qui va aller au niveau
des complexes transfrontaliers comme Tridon, TNS et l'OPSA sera partie prenante du processus. Et vous savez que c'est un projet, c'est la CEAC qui est le bénéficiaire de ce projet, dont l'OPSA en tant qu'agent d'exécution de la CEAC, nous allons bien bénéficier. Elle n'est pas encore dans la phase. Il est vrai qu'il y a certaines activités qui sont faites, mais en fait, nous attendons, nous avons reçu les documents de projet et nous avons reçu la dernière mouture de projet et nous avons même fait une déclinaison de notre contribution que nous avons adressée à la CEAC. Nous attendons. Il y a aussi le projet, l'initiative PASEPCO 2. Lorsque nous sommes arrivés, PASEPCO était à la fin. Nous avons participé à la liquidation de PASEPCO, mais la CEAC ne nous avait pas, nous et Comifac, la CEAC ne nous avait pas donné un peu du poids puisqu'ils sont arrivés au Cameroun ayant déjà partagé les véhicules. Donc, nous avons bénéficié quand même des choses, des tables, des bureaux et une moto qui nous ont quand même permis d'équiper nos bureaux à Yaoundé. Et nous sommes partie prenante de la deuxième phase. Nous avons participé à l'identification et à l'élaboration du cadre logique avec M. Sem, qui était le dernier coordonnateur par intérim. Donc, l'OPSA va bien bénéficier et nous comptons sur cette activité. Et il y a aussi bien d'autres initiatives. Il y a le projet Transhumance que je vous ai parlé de la coopération allemande. Donc, les perspectives sont quand même bonnes pour l'OPSA. Nous sortons sur justement cette note d'espoir. Je rappelle que je recevais le docteur Ibrahim Lindiou. Il est le secrétaire permanent de l'OFSA qui était face à Raoul dans votre mission La Voix de l'Environnement. Merci docteur de nous avoir prêté de votre temps pour cet entretien. C'est à moi de vous remercier, Raoul.